14h, 16h, les carnets du monde. 世界游记 Carnet du monde. Dnevniki mira. Europe 1, Europana. Europa 1. Bem-vindos nos cadernos do mundo. Sophie Larmoyer. Bonjour à tous, bienvenue dans les carnets du monde. Je suis ravie de vous retrouver pour ce millésime 2013 que je nous souhaite riche de jolis reportages. Et on est servi aujourd'hui, tiens. Mathieu Charrier, éminent reporter de la rédaction d'Europe 1, était en Haïti le mois dernier. Il y a recueilli une foule de témoignages pour comprendre comment vont les Haïtiens 3 ans après le terrible séisme qui avait ravagé et endeuillé l'île. Et oui, ça fait 3 ans, jour pour jour, 12 janvier 2010. Alors comment ça va ? Eh bien, côté agriculture, dont dépendent les 2 tiers de la population, c'est la catastrophe. Les exploitations allaient enfin redonner des récoltes quand l'ouragan Sandy a ruiné tous les efforts fin octobre dernier. Vous vous souvenez, après le déluge de Noé, la terre était convertie comme un désert. Ici, voici, c'est dans cette situation que nous vivons aujourd'hui. Donc, on sait vraiment que les Haïtiens tous sont des êtres très résistants, mais pour les conditions de substances nutritives, zéro. Avec Mathieu, nous vous parlerons des derniers camps de déplacés, des réussites et des ratés de la reconstruction, et beaucoup de cette aspiration incroyable des Haïtiens à étudier, malgré toutes les difficultés, et elles sont quotidiennes. Écoutez ce prof. Il y a souvent des problèmes de retard pour remettre en les devoirs. Parfois, c'est problème d'électricité. Ils n'ont pas suffisamment d'électricité pour travailler la nuit. Ils n'ont pas de bibliothèque pour faire des recherches. Et puis, parfois, en fait, il y a un problème d'insécurité. Quand ils viennent à l'école, il faut qu'ils rentrent tôt. Ils ne peuvent pas rester tard pour travailler. Donc, ça pose problème. Et puis, il y a cette force intérieure qui nous épate chez les Haïtiens. Petite, Michel-Ange a fait ses devoirs à la bougie. Elle s'est battue pour obtenir des bourses. Et aujourd'hui, c'est une brillante étudiante, surmotivée. Si je vais quelque part d'autre, après mes études, qui à ma place va changer le pays, qui va faire quelque chose de bien. Donc, c'est comme un engagement. Je crois que je dois aussi poser la pierre. Et de toutes ces petites pierres qui s'emboîtent tant bien que mal, nous parlerons avec une invitée de marque, Michaëlle Jean, envoyée spéciale de l'UNESCO pour Haïti, ancienne gouverneure générale du Canada, mais haïtienne de naissance, une femme passionnée. Après 15h, je vous emmènerai à Hanoï, redécouvrir un bunker qui, il y a 40 ans, alors que les bombes américaines pleuvaient sur le Vietnam, avait servi de refuge aux clients d'un grand hôtel, dont John Baez. Ce bunker vient d'être redécouvert, on y descendra. Pascal Bourgault viendra nous parler du reportage qu'elle a tourné en Iran, sur les marchés dans les bazars dans des familles iraniennes. Son documentaire sera diffusé jeudi sur France 24. Et puis comme chaque samedi, toute l'équipe des carnets sera là pour vous raconter le monde. Odile Conseil de Courrier International, Virginie, Maude, Nicolas. On va en voir du pays jusqu'à 16h. C'est parti, notre première destination à suivre, Port-au-Prince. Europe 1, Tous les samedis, 14h, 16h, les carnets du monde. Sophie Larmoyer. Ici, on avait appris le désastre au réveil le 13 janvier. Là-bas, en Haïti, c'était encore le 12 janvier, 16h53. Une terrible secousse de magnitude 7 sur l'échelle de Richter secouait l'île. 35 secondes qui ont mis à genoux l'un des pays les plus pauvres du monde. On garde tous en tête les images de dévastation, du chaos, du malheur de tout un peuple, avec ce bilan effrayant entre 200 000 et 300 000 morts, des centaines de milliers de blessés, 1,5 million de sans-abri. C'était il y a 3 ans, jour pour jour. Un bon moment pour un bilan, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui dans les carnets du monde avec Mathieu Charrier de la rédaction d'Europe 1. Bonjour Mathieu. Bonjour. Vous avez passé une semaine en Haïti avant Noël. Vous allez nous raconter où en sont les Haïtiens. Puis j'aurai le plaisir de recevoir Michaëlle Jean, ancienne gouverneure générale du Canada et envoyée spéciale de l'UNESCO pour Haïti, une grande île dont elle est native et qu'elle connaît très bien. Nous serons en liaison depuis Ottawa, au Canada. Mathieu, on prend d'abord la direction de Port-au-Prince, la capitale. Le séisme avait généré 10 millions de mètres cubes de débris. Est-ce que la ville est dégagée aujourd'hui ? Eh bien, écoutez, il y a une image qui frappe quand on arrive en avion sur Port-au-Prince. On arrivait le soir. C'est les lumières, comme dans finalement toute grande ville à travers le monde. On voit cette grande mare de lumière. Et il y avait un Haïtien justement à côté de moi dans l'avion qui me disait, vous voyez, maintenant que les lumières sont rallumées, pour nous, ça veut dire que la ville revit. Après, dans la ville, oui, on voit quasiment plus de débris, notamment parce qu'il y a eu un gros programme qui a été mis en place par plusieurs ONG qui s'appelle Cash for Work. En gros, on a pris beaucoup d'Haïtiens qui avaient évidemment besoin de gagner un petit peu d'argent et pour $1 ou $2 par jour, ils passaient les journées à déblayer, voilà, avec des camions qui étaient prêtés par différents pays. Ce qui avait aussi un petit côté pervers parce que du coup, ils ont mis très longtemps à déblayer en se disant on va en profiter. Ils avaient bien compris que plus ils mettraient de temps, plus ils seraient payés. Mais voilà, là, ça s'est terminé il y a quelques mois et aujourd'hui, la ville semble à peu près dégagée, hormis les bâtiments historiques, mais parce qu'ils ont toujours l'espoir de les reconstruire. Ensuite, au niveau des maisons, notamment dans les quartiers les plus riches, si on peut dire, il y a beaucoup de maisons qui sont en train d'être reconstruites.
reconstruite. Après, ce qui fait peur et ce qui est un peu le problème, c'est que c'est reconstruit exactement comme avant le séisme, c'est-à-dire avec du béton ou du ciment lourd. Mais comme on fait des économies, on met pas tout ce qu'il faut pour bien sécuriser la structure. Et on sent bien qu'au premier coup de vent ou au premier séisme un peu fort, va forcément y en avoir qui vont retomber. Mais on va à l'économie. Là-bas, il y a quand même un habitant sur 2 qui vit avec moins de $2 par jour. Donc, si ces gens-là veulent espérer avoir un toit, ils font avec ce qu'ils trouvent. Ensuite, les infrastructures n'ont pas été reconstruites pour l'instant. Ça se voit très clairement. Tout ce qui pourrait ressembler à des égouts, des choses comme ça, il y en a pas du tout. Résultat, comme Port-au-Prince, c'est une ville qui est sur une sorte de butte. Dès qu'il pleut, ça ravine totalement tous les déchets sur les quartiers les plus populaires qui sont en bas. Et donc vous passez là, vous avez des énormes tas d'ordures avec des enfants qui vivent au milieu de tout ça, qui vivent avec de l'eau, même quand il fait très beau, il y a de l'eau parce que ça ruisselle et ça descend du centre historique, on va dire. Et puis on trouve aussi les embouteillages de Port-au-Prince qui sont revenus. Ça, c'est un bon signe aussi. Des fois, vous mettez vous mettez 1 heure pour faire 5 km. Donc voilà. Ensuite, au niveau des camps de réfugiés, on a tous en tête ces images des camps de réfugiés, notamment sur la place principale, le Champ de Mars, où il y en avait énormément. Là, au niveau des camps de réfugiés, il y en a beaucoup qui ont été enlevés, sauf dans certains camps. Et là, moi, je suis allé dans un, on va y aller ensemble. Il y en a un où on rentre et c'est véritablement, c'est hallucinant. Il y a aucun sanitaire. Les gens font leurs besoins au milieu du camp. Vous avez les familles qui s'entassent dans quelques mètres carrés, pas de douche, rien. Et pourtant, ils essayent d'entretenir leur petite cabane parce qu'ils ont une trouille, c'est le choléra, donc ils nettoient tout ça en permanence. Qui est une menace permanente. Il y a encore eu des morts il n'y a pas très longtemps sur le choléra. Il y a un truc qui m'a frappé, c'est qu'ils mettent des petits cadenas sur leur cabane. C'est-à-dire que leur cabane, vous avez un peu l'impression que vous tirez sur une planche, ça s'enlève, mais comme c'est chez eux et qu'ils ont des petits objets, voilà. Et dans ce camp, ce qui est aussi assez frappant, c'est qu'il n'y a aucune ou quasiment aucune ONG qui est présente aujourd'hui. Il y a une ONG, c'est Oxfam, qui a mis une espèce de citerne d'eau. Donc ils se sentent vraiment abandonnés. Justement, je vous propose d'écouter le son de cette jeune femme, Jeanne, et elle vit là-bas avec ses 2 enfants, en plus dans une maison qui est juste à côté du fameux tas d'excréments, s'il faut le dire. Elle pousse vraiment un coup de gueule contre ces ONG parce qu'elles sont totalement abandonnées. Elle nous donne aucune aide, aucun appui. Regardez ici, les gens de toilette, nous n'avons pas de l'eau. Et nos enfants, c'est vraiment triste. Nos enfants expirent des mauvaises odeurs. Nous ne savons pourquoi. Le gouvernement de la Morte et Matéli enlève presque tous les camps. Mais nous ici, ils ne pensent pas à nous. Comme si nous sommes des bêtes. Vous vous sentez abandonné ici ? Si, oui. Nous sommes des abandonnés. Et ils nous gardent comme des bêtes. Voilà, alors je donne juste quelques chiffres. Il y a encore 350 000 Haïtiens qui sont dans un peu plus de 500 camps dans tout le pays. Mais évidemment, ça n'a rien à voir avec le 1,5 million qui était dans 1500 camps en juillet 2010. Alors cette femme, elle vous dit, on se sent abandonné, aucune aide, aucun appui. La présence des ONG, vous l'avez dit, se raréfie dans les derniers camps. En fait, il y a beaucoup d'ONG dans le pays. On nous annonçait là-bas le chiffre de 10 000 ONG partout dans le pays. Mais effectivement, sur le terrain, vous ne les voyez pas. Il n'y a aucune coordination. Vous ne voyez pas un gros projet sur lesquels... je sais pas, monter tout un quartier ou voilà. Ce sont des micro-projets un peu partout. C'est des petits projets, chacun arrive, fait son petit projet dans son coin, sans passer par le gouvernement haïtien, donc il n'a pas du tout la main là-dessus. Et résultat, les Haïtiens, ils ont un peu le sentiment de voir juste passer toute la journée des gros 4x4 avec des ONG dedans, et puis que ça ne sert pas à grand-chose. Il y a un secteur qui est crucial et terriblement sinistré, c'est l'agriculture. Ça allait déjà pas très fort, mais l'ouragan Sandy, fin octobre, a ravagé les progrès qui avaient été faits. Les récoltes ont pour beaucoup été détruites, les exploitations également. Alors, illustration avec vous, Mathieu. On prend la direction de Petit Goâve, c'est à l'ouest de Port-au-Prince, 3 heures de voiture, le long de la mer. C'est une ville qui avait été très touchée par le séisme il y a 3 ans déjà. Et oui, et là-bas, il reste encore quelques bâtiments abîmés, écrasés. Et à Petit Goâve, je suis dans une plantation dans le quartier Nan Banane, du nom justement de ce qu'ils plantent, c'est-à-dire des bananes et un petit peu de canne à sucre aussi. Et alors là-bas, vous avez un peu le sentiment d'être dans un village de brousse, c'est-à-dire qu'au milieu des grands bananiers, ils avaient installé des petites cabanes en bois, etc. Et quand Sandy est arrivé, ça fait déborder la rivière voisine, s'appelle la rivière Caïman, et qui a véritablement tout emporté sur son passage. Il y a eu des morts, il y a des enfants qui ont été emportés, on n'a même pas retrouvé les corps. Et c'est Louis qui m'a fait visiter ce quartier. Et Louis, pour vous donner une image, il était habillé avec une grosse polaire rouge comme on porte quand on va au ski, alors qu'il faisait 35 degrés. Et quand je lui ai dit ça, il m'a dit, bah oui, mais c'est le seul vêtement que j'ai réussi à sauver. Et dès que vous commencez à leur parler, il vous raconte et il se rappelle de cette nuit avec cette eau qui arrivait en quelques secondes et qui a vraiment tout emporté. Si vous vous souvenez du film Le Titanic, comme les déluges de Noé, parce que vous vous souvenez, après le déluge de Noé, la terre était convertie comme un désert. Ici, voici, c'est dans cette situation que nous vivons aujourd'hui. On voit, il y a les bananes, mais il y a même les vêtements qui ont été emportés. Oui, tous les vêtements ont été emportés. Moi, voici comment je vis. Comme ça. Pour les chaussures, ça seulement, une botte. Je n'ai pas d'autre. Donc, on sait vraiment que les Haïtiens tous
sont des aides très résistantes. Donc c'est par rapport avec cette résistance que nous vivons. Mais pour les conditions de substances nutritives, zéro. Les conditions de logement, zéro. Les conditions de santé, zéro. Voilà, les habitants ont absolument tout perdu, vous l'avez entendu. Tout ce qu'ils avaient commencé à reconstruire pendant ces 3 ans, eh bien, il ne reste plus rien. Et ce qui est assez grave aussi pour eux, c'est qu'ils n'ont plus d'outils, plus de graines, plus rien pour replanter leur petite exploitation. Comme Mahama, par exemple, que je vous propose d'écouter, elle vit avec ses 2 enfants. Elle n'a plus aucune ressource et elle se sent totalement abandonnée. J'ai perdu toute ma récolte. Je n'ai rien aujourd'hui pour vivre avec ces 4 enfants. Et là, vous allez pouvoir replanter des plantations ? Pour planter les plantations, il faut qu'ils savoir des outils, des fournitures et de l'argent tout. Sans l'argent, je ne fais rien. Voilà, ce petit village de brousse, il symbolise très bien le problème d'Haïti. Il faut savoir que là-bas, 70% de la population vit de l'agriculture. Et le problème, c'est que tous les sols ont été détruits par le tremblement de terre, par les cyclones Isaac, puis Sandy. Aujourd'hui, il y a un chiffre qui est assez frappant, c'est que la couverture végétale du pays, c'est moins de 2%. Et ils ont beaucoup coupé, en plus, tout le énormément bois. Coupé pour faire du charbon de bois, notamment. Et donc, c'est un peu le cercle infernal, quoi. On coupe pour survivre, et puis après, du coup, ça ne fonctionne plus. Et donc, 3 ans après le séisme, rien n'est réglé, me disait le ministre de l'Agriculture, Thomas Jacques. Les investissements qui ont été faits ont été malheureusement détruits à cause de la sécheresse, mais aussi à cause du passage des 2 cyclones. On est en train de retravailler pour que le secteur agricole soit relancé, pour permettre au pays de couvrir en partie ses besoins alimentaires. Aujourd'hui, il couvre combien des besoins ? Aujourd'hui, il couvre à peu près 50% des besoins alimentaires. Le relèvement d'Haïti passe par le secteur agricole et c'est en ce sens qu'il faudra dynamiser ce secteur et développer une agriculture plus moderne pour augmenter le rendement à l'hectare, pour augmenter la production. Voilà, il y a quelques jours, le président Martelly a décrété que l'environnement et l'agriculture seraient les principales priorités de son gouvernement en 2013. Il a demandé aux Haïtiens de participer un petit peu à ce relèvement. Il leur a demandé à chacun de prendre l'engagement de planter au moins un arbre. Voilà, c'est pour vous dire un petit peu à quel niveau on est rendu. Ça paraît un peu dérisoire, mais bon, c'est mieux que rien. L'ONU estime qu'après le passage de Sandy, la moitié de la population rurale est en situation d'insécurité alimentaire et que les 6 prochains mois seront vraiment très difficiles. Voilà pour ce qu'on pourrait appeler le panorama général. On se retrouve dans un instant, toujours en Haïti, pour se pencher sur le secteur de l'éducation. Sophie Larmoyer sur Europe 1. Les carnets du monde. Suite des carnets du monde, toujours sur les terres haïtiennes, 3 ans jour pour jour après le séisme de janvier 2010. Mathieu Charrier était sur place le mois dernier et je vous le disais, on s'intéresse maintenant à l'éducation dans le pays, les écoles, les facs, bref, l'avenir de ceux qui vont devoir redresser le pays, lui faire remonter cette pente si glissante. Et là encore, le chantier est énorme, Mathieu. C'est un secteur qui a été très touché par le séisme il y a 3 ans. Et oui, avec un chiffre assez symbolique, il y a 5000 écoles qui ont été détruites pendant le séisme et il y a 30% des fonctionnaires, dont beaucoup de profs, qui ont été tués. Donc c'est un secteur qu'il faut absolument tout reconstruire. Le problème, c'est que l'État, évidemment, n'a pas les moyens, donc il s'est encore plus désengagé qu'avant. Aujourd'hui, on estime qu'il y a 80% des écoles dans le pays qui sont privées, c'est-à-dire qu'elles n'ont besoin d'aucune certification pour ouvrir, elles ne sont jamais contrôlées. C'est les parents qui payent avec le peu d'argent qui leur reste, parce que c'est toujours pour eux l'espoir que leur enfant fera mieux qu'eux. Alors il faut acheter un uniforme, il faut acheter un sac, il faut beaucoup de sacrifices. Voilà, beaucoup de sacrifices pour ces familles. Et le problème aussi, c'est qu'il y a quand même toujours 500 000 enfants en Haïti, du coup, qui ne vont pas à l'école. Et pourtant, le ministre de l'Éducation en est persuadé, le développement d'Haïti, il passera évidemment par son éducation. Pierre Vallin. Il y a ce que moi j'ai appelé une fièvre de l'éducation chez tous les Haïtiens. Ils veulent apprendre, ils ont cette envie-là. Et pour que Haïti puisse redevenir la perle des Antilles comme elle était dans le temps, il faut vraiment que ça passe par la construction du citoyen haïtien. Et ce type de citoyen haïtien est formé à l'école. C'est là où le meilleur investissement doit se faire. Parce que c'est un investissement dont la rentabilité est garantie. Il n'y a pas de perte quand on investit en éducation. Même si les retombées ne sont pas senties à très court terme, mais à moyen et long terme, ça va se sentir et vraiment, on aura le pays dont on a besoin. Voilà l'investissement rentable dans l'éducation et l'avenir. On en reparlera tout à l'heure évidemment avec Michaël Jean, envoyé spécial de l'UNESCO pour Haïti. Après l'école, Mathieu, l'université, mêmes enjeux, même montagne à gravir pour pouvoir étudier. Eh oui, parce qu'en Haïti, 60% de la population a moins de 30 ans. Donc c'est à la fois une chance et puis c'est un énorme défi. Le problème, je vous le disais, c'est que 80% des structures d'enseignement ont été détruites. Donc, il manque beaucoup de place dans ces structures. On va y revenir dans celles qui restent, notamment l'université publique. Et puis, il y a aussi des difficultés pour étudier finalement, parce que là-bas, il faut bien imaginer, il y a très peu de livres, il y a très peu d'électricité. Et je vous propose justement d'écouter Jean. Il est professeur de gestion, ça fait 15 ans qu'il enseigne. Et il va nous parler pour lui du principal problème qu'il rencontre dans son enseignement. Il y a souvent des problèmes de retard pour mettre en les devoirs. Actuellement, là, j'ai ce problème.
j'ai donné un devoir aux étudiants. En principe, ils devraient remettre depuis le 10 décembre. Hier, ils m'ont vu, ils m'ont dit, bon, on ne peut pas remettre le 10, je vais passer pour le 18. Et pourquoi? Donc, parfois, c'est problème d'électricité. Ils n'ont pas suffisamment d'électricité pour travailler la nuit. Ils n'ont pas de bibliothèque pour faire des recherches, parfois sur Internet, etc. Et puis, parfois, en fait, il y a problème de sécurité. Quand ils viennent à l'école, il faut qu'ils rentrent tôt. Ils ne peuvent pas rester tard pour travailler. Quand ils travaillent en groupe, on travaille à l'école. Donc, ils ne peuvent pas rester au-delà de 19 heures pour travailler. Donc ça pose problème. Voilà, alors heureusement, il y a quand même beaucoup d'initiatives dans le pays, notamment d'ONG et d'associations, et notamment l'AUF qui a inauguré là-bas ce qu'on appelle les espaces PENDA. Alors l'AUF, c'est l'Agence universitaire de la francophonie, et alors PENDA, il faut que vous m'expliquiez ce que c'est. Alors PENDA, c'est des espaces numériques, ils en ont inauguré 17 à travers le pays. En gros, c'est des salles informatiques comme on pourrait avoir en France avec une connexion Internet, ce qui est déjà beaucoup pour là-bas. Et en plus, ça donne un accès à toute une base de ressources internationales. En gros, il y a 800 universités dans le monde qui sont partenaires, universités francophones, et qui mettent sur cette base leurs cours, leurs ressources, leurs PDF. Et ça permet aux étudiants haïtiens qui manquent de ressources d'aller consulter ces ressources-là. C'est des salles qui sont toutes neuves, qui ont été inaugurées il n'y a pas très longtemps, avec des ordinateurs ultramodernes. Et ça leur permet de trouver... C'est un outil essentiel. C'est un outil essentiel quand, dans un pays où il y a très peu de livres, etc. Et quand j'étais, il y avait par exemple une salle qui suivait un cours d'économie qui venait d'HEC Montréal. Et en plus, c'est des cours qui sont bien faits. C'est-à-dire que c'est pas une caméra qui est mise en haut d'un amphi et qui filme le prof qui fait son cours. C'est vraiment des cours qui sont tournés spécialement. Là, c'était une prof, face écran, qui expliquait son cours avec des animations. Et puis le deuxième avantage des espaces PENDA, c'est qu'ils permettent de faire venir un prof, par exemple français, un prof universitaire, de l'installer à Port-au-Prince, parce que le réseau routier quand même en Haïti est pas super, de l'installer à Port-au-Prince, qui fasse un cours et que ce soit retransmis à travers le pays dans les 17 points. Donc ça permet aussi de diffuser et puis de rentabiliser la venue de ce prof au plus grand nombre. Donc l'Agence universitaire de la francophonie, elle y croit à tout ça, elle croit au relèvement d'Haïti, et notamment son recteur, Bernard Serki-Glini, lui croit même à la capacité des Haïtiens à relancer eux-mêmes finalement leur système universitaire. Nous sommes en train d'aider un dynamisme qui manque de moyens, mais qui a une conviction forte. Et c'est ce qui est extraordinaire en Haïti. On sent qu'il ne faudrait pas grand-chose pour que ce pays forme les cadres dont il en a besoin, soit un pays producteur de savoir et se développe par lui-même. Après tout, il s'est libéré lui-même, ce pays, en 1803. Il peut s'ouvrir au monde et à la recherche par lui-même. Et voilà, et l'autre problème dont je vous parlais tout à l'heure, c'est notamment le manque de place dans les universités. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a à peu près 60 000 étudiants dans le pays. La moitié sont dans des universités privées, où l'année coûte quand même assez cher. L'autre moitié dans des universités publiques, mais cette université-là, elle est totalement débordée. Pour vous donner une idée, ils organisent un concours pour rentrer dans leur université, et sur 10 étudiants qui passent le concours, il y en a seulement un au final qui est retenu. Donc et il y a des perles. Et il y a des perles, voilà. Et vous en avez rencontré une? Michel-Ange. Alors elle est comme des universités privées. Elle est d'une famille très modeste, son père les a abandonnés à la naissance, sa mère gagnait pas beaucoup d'argent. Elle a réussi à se débrouiller, Michel-Ange, pour recevoir des bourses à droite à gauche. Et aujourd'hui, elle est en 3e année des sciences de l'informatique. Alors ça a l'air de rien en France, mais pour une femme en Haïti, étudier l'informatique, c'est inespéré et c'est ce qui la rend très fière. Dans mon pays, les gens croient que les filles ne sont pas faites pour les maths. Et je voulais leur montrer qu'ils ont tout à fait tort et que les filles peuvent aussi briller dans les mathématiques et aussi se prouver dans le monde de la technologie. Étudier en Haïti, c'est quelque chose de très difficile. Moi, avant d'entrer à l'université, avant d'avoir ces privilèges, je vivais chez mes parents. Il était vraiment difficile d'étudier la nuit. J'habitais un quartier populaire, il n'y avait pas d'électricité, j'utilisais des bougies, c'était vraiment difficile. Et vous pouvez vous réveiller un matin avec le désir d'aller à l'école, l'engouement, le désir d'apprendre. Et voilà qu'on vous dit qu'il y a des manifestations dans les rues et que vous devriez rester chez vous, truc du genre. Bon, il faut dire que c'est très difficile d'étudier en Haïti. Mais nous, les Haïtiens, nous sommes très, très forts. Et aussi, nous savons ce que nous voulons. Les problèmes ne nous feront pas reculer. Nous avançons, quoi qu'il en soit. Une fois que vous aurez fini vos études, vous voulez rester travailler en Haïti ou aller travailler ailleurs pour gagner plus d'argent? J'aime énormément mon pays. Et dans mon cours de leadership, parce que je suis des cours de leadership, on nous forme pour, après nos études, changer la toile politique, sociale du pays. Je me suis dit, donc si je vais quelque part d'autre, après mes études, qui à ma place va changer le pays? Qui va faire quelque chose de bien? Donc c'est comme un engagement. Je me vois engagée dans l'histoire de mon pays. Je crois que je dois aussi poser la pierre.
Quelle motivation. Voilà, Quelle engagée motivation. dans l'histoire de son pays. Ouais. Et vous m'entendiez lui demander si on était sûr qu'elle allait rester dans son pays. C'est une question qui se pose beaucoup là-bas, puisqu'il y a des étudiants qui arrivent à décrocher des bourses, qui partent étudier à l'étranger, et puis qui rentrent jamais. Pour vous donner une idée, juste après le séisme, la France a accueilli 700 étudiants. Eh ben, il y en a seulement 200 qui sont rentrés en Haïti, même pas le quart. Bon, c'est pas une raison quand même pour ne plus proposer cette aide. C'est vrai que quand on entend la force de l'engagement de cette jeune étudiante, Michel-Ange, on se dit que même s'il ne reste que ces Haïtiens-là, ça peut changer la donne. Une nouvelle petite pause, et puis vous avez encore plein de choses à nous raconter, Mathieu, sur l'enseignement. On sera aussi avec Michael Jean, envoyé spécial de l'UNESCO pour Haïti. À tout de suite. Europe 1, 14h, 16h, les carnets du monde. Sophie Larmoyer. Suite et fin du grand coup de projecteur qu'on a choisi de donner aujourd'hui sur Haïti, cette grande île des Caraïbes tellement blessée depuis 3 ans et pour laquelle la communauté internationale s'est mobilisée. Avec vous, Mathieu Charrier, c'est de l'enseignement supérieur dont on parlait juste avant la pause, avec notamment les initiatives de l'Agence universitaire de la francophonie, toutes ces salles numériques qui sont mises en place. Alors évidemment, la santé, c'est une question épineuse en Haïti, donc vous nous emmenez à la fac de médecine de Quisqueya. Oui, et cette fac, elle a une histoire assez incroyable. Alors c'est une fac privée, c'est la plus prestigieuse du pays, donc elle est très chère, environ $1000 l'année, ce qui là-bas est énorme, des sacrifices énormes pour les parents. Et au moment du séisme, cette fac, elle venait juste d'être rénovée et elle a été entièrement détruite. Il y a eu 20 morts et aujourd'hui, elle est renée de ses cendres. C'est hallucinant, il y a des grands bâtiments modernes construits aux normes antisismiques avec des couleurs pastel, bleu, rose, jaune. Tout est quasiment reconstruit. Les travaux de reconstruction ont coûté $2 millions et le recteur Jackie Lumergue a obtenu un prêt pour financer ça, ce qui est très rare dans le pays. Il a même fait construire un mausolée à l'endroit où les 20 victimes du séisme ont été enterrées. Et c'est devant ce mausolée que Jackie Lumergue se remémore comment, en quelques heures après le séisme, la fac s'est transformée en un centre de soins. Ce qui nous a donné la force et l'inspiration pour rebondir, c'est l'intuition d'avoir mis tout de suite sur le parking du campus une tente pour recevoir les blessés et les malades. Et ça, c'est vraiment à l'inspiration des étudiants de la faculté de médecine, des étudiants finissants qui voulaient partir au Canada, aux États-Unis pour aller poursuivre les études. Je leur ai dit non, vous avez tort de partir. Haïti maintenant est peut-être la plus grande école de médecine de la planète, donc restez. Donc on a mis la tente dans le parking et puis l'après-midi, il y avait plus de 300 patients qui venaient de partout recevoir des soins parce qu'il n'y avait pas de structure d'accueil. Et puis les étudiants, ils étaient 6 le matin, ils étaient 42 le soir, une centaine le lendemain, et les profs sont venus, des volontaires de partout. Et on a fait, l'autobus a été transformé en une clinique mobile. On est venu une grande machine vraiment mobilisée pour servir la communauté. Ça a été la source d'inspiration. Et aujourd'hui, cette université, elle forme 400 médecins par an. Ouais. Ça paraît beaucoup. Le seul problème, c'est qu'il y en a 80% qui, dès qu'ils ont terminé leurs études, partent vers les USA, le Canada, où ils gagnent 10 fois plus d'argent. Même si, quand vous interrogez ces étudiants, ils vous disent tous, la main sur le cœur, qu'ils veulent revenir aider leur pays. J'ai rencontré par exemple Taïna, elle révisait ses cours d'anatomie, assise sur un petit banc à l'ombre d'un arbre. Elle est en 3e année. Et c'est son oncle expatrié au Canada qui donne un peu d'argent à ses parents pour payer ses études. Vous allez l'entendre, c'est au moment du séisme que Taïna a eu cette vocation de faire médecine. J'ai été touchée parce que ma maison a été détruite et mes parents étaient à l'intérieur. Grâce à Dieu, ils sont sortis indemnes. Ça a été bien quand même parce que Dieu nous a protégés. Et ça donne, j'imagine, une envie encore plus forte de réussir. Oui, ça nous a motivés. On a vu beaucoup de gens qui se font blesser, mais on ne pourrait pas les aider parce qu'on n'avait pas de connaissances en médecine. Et ça, je souhaite être médecin pour pouvoir aider notre pays dans ce cas-là. Alors voilà, au micro, Taïna, elle vous dit qu'elle veut rester dans son pays, mais quand on éteint l'enregistreur et qu'on pousse un peu plus loin, on se rend compte finalement que elle aussi, à un moment donné, elle risque de partir. Je vous disais, 80% partent à l'étranger, 20% restent en Haïti. Et ces 20%, très souvent, ils sont employés au final dans les ONG. Donc, ils permettent même pas de réellement reconstruire un système de santé dans le pays. Les autres, ils vont donc grossir les rangs de la diaspora. C'est 3 à 4 millions de personnes dans le monde qui envoient chaque année $2 milliards en Haïti. 2 milliards, c'est l'équivalent du budget haïtien. C'est pour vous dire le poids de cette diaspora aussi dans la reconstruction. Merci beaucoup, Mathieu, pour ces reportages, ces rencontres qui nous ont emmenés par les ondes vers Haïti. Beaucoup de témoignages de cette énergie folle c'est ce qui marque. Qu'ont en eux les Haïtiens et que Michael Jean a écouté avec nous. Bonjour, madame. Bonjour. En effet, moi aussi, je suis toujours
bouleversée, en même temps très inspirée d'entendre cette motivation qui est constante. Et je pense qu'il faut la faire entendre au monde. Faire entendre au monde ces voix qui disent et qui viennent d'Haïti. Nous savons ce que nous voulons. On vous sent effectivement très enthousiaste. J'ai même pas eu le temps de vous présenter. Je vais le faire pour ceux qui ne vous connaissent pas. Vous avez été gouverneur général du Canada entre 2005 et 2010 et aujourd'hui vous êtes l'envoyé spécial de l'UNESCO pour Haïti. Or, Haïti, c'est le pays qui vous a vu naître. Vous avez une connaissance intime de ce peuple. C'est dans les gènes des Haïtiens, cette façon de regarder devant, quoi qu'il arrive. Je crois qu'effectivement c'est un trait culturel. C'est-à-dire que Haïti a eu comme moment fondateur certainement celui de ces femmes, de ces hommes qui ont eu à renaître à eux-mêmes après l'expérience terrible de la colonisation et de l'esclavage. Et je pense que cette pulsion première, fondatrice de la nation haïtienne est restée dans les esprits et fait en sorte qu'en Haïti, effectivement, les épreuves passent, mais on cherche toujours à les surmonter. On ne s'enlève pas la vie en Haïti, elle est trop précieuse. On ne se suicide pas en Haïti, c'est un geste presque absurde parce que l'important c'est de rester en vie et d'agir et de faire des choses. Malheureusement, cette énergie n'est pas toujours canalisée à son meilleur. Et ce dont Haïti rêve, c'est entre autres de renaître à nouveau et d'émerger de cette dépendance chronique, malsaine face à l'aide internationale. Il faut faire en sorte que l'on produise des compétences en Haïti. Oui, mais par exemple, sur le système de l'éducation dont Mathieu nous a expliqué, qu'il avait été ravagé il y a 3 ans, aujourd'hui 80% des établissements sont privés, l'État est désengagé, il manque des profs, puisque c'est un domaine d'intervention important pour l'UNESCO. Quel est votre diagnostic à vous? Comment aujourd'hui insuffler de la qualité dans ce secteur-là? Voilà. Alors, ce que vous touchez à un problème chronique grave, c'est-à-dire que ce n'est pas aujourd'hui seulement que 80% des écoles sont privées. C'est un problème qui préexistait au tremblement de terre. Et en 2008-2009, une commission présidentielle importante avait été mise en place pour la relève et la reconstruction du système d'éducation en Haïti. Et pour l'instant, le tremblement de terre est venu, je pense, montrer à quel point il y a urgence. Et ce que l'on voit maintenant, c'est entre autres une énergie nouvelle où les gens se disent que tous les secteurs doivent participer à cet effort majeur, y compris le secteur privé, et en misant énormément sur la jeunesse. Alors vous parliez de Quisqueya, mais je vous dirais que du côté de l'Université d'État d'Haïti, puisqu'il faut parler aussi du secteur public, on a réussi avec l'aide de la République dominicaine à bâtir et à mettre en marche un nouveau campus dans le nord du pays, qui est le campus Henri-Christophe de l'Université d'État d'Haïti, qui est le premier campus décentralisé de l'Université d'État, parce que la décentralisation est aussi au cœur de la réflexion et des actions à mener. Et c'est formidable parce que le projet universitaire est justement de former une nouvelle génération d'administrateurs publics, de scientifiques, aussi de renforcer la formation professionnelle dans des secteurs très importants pour la reconstruction d'Haïti, des secteurs névralgiques. Et en renfort viennent des partenaires qui installent en Haïti un dispositif satellitaire de pointe où on utilise toutes les nouvelles technologies pour recueillir des données, anticiper des facteurs de risque, former vraiment des experts et faire d'Haïti un pôle pour l'ensemble de la région des Caraïbes et des Amériques. Et ça, c'est très très important, c'est-à-dire aller tout de suite dans l'innovation. Vous êtes très attaché aussi à la culture et au patrimoine, qui est une autre des compétences de l'UNESCO et qui vous tient à cœur, puisque c'est aussi l'objet de votre fondation. Est-ce que le relèvement d'Haïti peut aussi passer par là et attirer peut-être du monde sur l'île? Alors, dans le désir d'Haïti d'émerger de la dépendance totale à l'aide internationale, il y a ce souci de bâtir une économie. Haïti n'a pas de pétrole. Il y a la prospection minière qui se fait, on sait qu'il y a de l'or en Haïti. Alors on pense justement à ramener le tourisme vers Haïti et à se servir du tourisme, de l'économie touristique comme d'un levier important. Et ce que Haïti a à offrir est d'une très très grande qualité. C'est un tourisme de contenu. Oui, bien sûr, les plages, les grottes, les chutes magnifiques, un bel environnement, mais en même temps du contenu, des monuments historiques qui sont classés au patrimoine mondial, parce que l'histoire d'Haïti a aussi produit des choses extraordinaires comme la citadelle La Ferrière, comme le palais Sans Souci.
une batterie de défense incroyable pour justement protéger l'île de la velléité de reprise de la colonie, notamment par la France. Et ça, c'est une histoire à raconter. Haïti a envie de se raconter, de faire en sorte que les gens reviennent vers le pays, en sachant très bien que le tourisme a des retombées transversales sur l'agriculture, l'environnement, les infrastructures, les services. Avant de faire venir les touristes, j'avais envie de vous demander comment retenir les Haïtiens au pays. Mathieu soulignait cette fuite des cerveaux, cette diaspora qui est immense, qui est très dynamique, qui finance beaucoup les familles, mais pas la reconstruction, c'est le paradoxe. Ce que je vois, c'est que la diaspora est de plus en plus organisée. Par exemple, est née une organisation qui s'appelle le GRAN, le groupe de recherche Action pour une Haïti nouvelle, et qui finalement fédère tous les efforts des professionnels haïtiens qui sont à l'étranger. Ils sont professeurs, ils sont experts dans différents domaines, ils brillent à l'étranger, et on sent cette espèce de mobilisation nouvelle, mais aussi très pragmatique, très bien structurée. Il y a des gens qui reviennent. Accompagner l'État haïtien, accompagner la société civile haïtienne sur le plan haïtien de reconstruction. Et ça, c'est important. Parce que, vous voyez, sur tous les fonds qui ont été promis pour aider les efforts de reconstruction en Haïti, très peu sont allés vers les caisses de l'État. Moins de 1% sont allés vers les caisses de l'État. Moins de 1% sont allés vers les ONG haïtiennes, proprement haïtiennes. Ça veut dire que la perspective haïtienne, en quelque sorte, a été presque mise de côté, pour ne pas dire évacuée. Sur le terrain, Haïti a été transformé en un vaste laboratoire. C'est presque un fonds de commerce aussi de la misère. Je suis désolée d'employer ces termes, mais il n'y a aucune coordination. Or, je pense que les meilleurs partenaires pour Haïti sont ceux qui s'arriment au plan national, qui s'arriment aux politiques nationales et qui font en sorte qu'on renforce les compétences et les capacités des Haïtiens de faire eux-mêmes et de rebâtir leur pays partant de leur propre perspective. Et ça, c'est extrêmement important parce que du côté de la coopération, il faut changer également les paradigmes, il faut changer les façons de faire. On ne peut pas être là uniquement dans les moments d'urgence, de passage et ne pas penser à la pérennisation, ne pas penser à l'appropriation des efforts par les Haïtiens eux-mêmes. Alors, comment retenir toute cette jeunesse? Je pense qu'il faut être très prudent aussi. Quand on offre des bourses, il faut aussi s'assurer que ces jeunes retournent. Et mieux encore, il faut faire en sorte que le système d'éducation d'Haïti soit mieux outillé pour retenir ces jeunes, parce que c'est vrai que cet amour profond pour le pays existe. Les jeunes aiment leur pays. Ils se rendent compte aussi que l'immigration, c'est pas forcément l'Eldorado. J'en sais quelque chose, je suis passée par là. Je fais, oui, certainement partie de ces Haïtiens qui ont réussi. Je suis devenue gouverneur général du Canada avec les responsabilités de chef d'État. Mais cela dit, ce que l'on peut souhaiter de mieux, c'est qu'Haïti puisse garder ses forces vives et en faire des relais importants pour son propre développement. Il y a encore des besoins humanitaires urgents, critiques, notamment après le passage de Sandy. Il y a eu un nouvel appel de fonds de l'ONU. Pour l'instant, seulement 40% est financé. Et pour ne prendre qu'un exemple, le Canada, qui est un des pays donateurs les plus généreux, vient d'annoncer, l'Agence canadienne de développement international, qu'elle gelait les fonds destinés aux nouveaux projets. Est-ce que vous craignez finalement qu'Haïti sorte des écrans radars? Oui. Premièrement, merci à Europe 1 de garder Haïti sur l'écran radar et sur son antenne. De garder avec plaisir. Vie. D'autre part, la décision canadienne de l'Agence canadienne de développement international de geler ses fonds, quand on lit entre les lignes d'une telle déclaration politique, on sait très bien que c'est un moment d'arrêt pour mieux réfléchir. Je le souhaite. C'est-à-dire pour focaliser mieux les efforts. Je pense qu'il faut absolument se ressaisir et se dire, bon, nous avons, nous, la communauté internationale, validé le plan haïtien de reconstruction. Il faut absolument travailler sur ces objectifs avec l'État haïtien. Aujourd'hui, il ne faut pas lâcher, c'est ça que vous dites. Non seulement il ne faut pas lâcher, mais il faut faire autrement. C'est-à-dire qu'il faut cesser de le tenir à l'écart, il faut au contraire travailler avec lui pour renforcer les capacités de gouvernance dans le pays et faire en sorte que Haïti puisse dire, nous avons réalisé notre plan. Parce que Haïti a un plan et c'est sur ce plan qu'il faut travailler plutôt que de continuer à faire constamment, à imaginer que nous avons les solutions, nous allons les réaliser à la place d'Haïti. Non, il faut que ce soit fait avec Haïti et en tenant compte des perspectives haïtiennes et de leur propre plan d'action. On entend votre passion. Merci beaucoup, Michaël Jean, d'avoir pris le temps d'être avec nous cet après-midi sur Europe 1. C'est un plaisir de vous avoir entendu dans les carnets du monde. Je rappelle que vous êtes ancienne gouverneure générale du Canada, actuelle envoyée spéciale de l'UNESCO pour Haïti, le pays où vous êtes né. Et on referme avec vous ce dossier sur Haïti. Merci aussi à Mathieu Charrier. Merci Sophie. Restez avec nous. Suite des carnets dans un instant, c'est notre rendez-vous avec Odile Conseil de Courrier International. Odile arrive. Sophie Larmoyer sur Europe 1. 14h, 16h.